Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un investissement qui plaît à beaucoup de Français, l'investissement dans le vin. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Daniel Immacolato. Bonjour Daniel Immacolato. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes directeur général de Cavissima. On se voit régulièrement pour faire un petit peu le point effectivement sur les tendances de marché de l'investissement dans le vin. Et on se demandait en ce début d'année 2024 déjà si on pouvait... Alors, on s'est déjà vu, mais on s'est déjà vu en 2023. Est-ce qu'en 2024, on peut tirer un bilan de cette année 2023 au global? Est-ce que, comme toutes les classes d'actifs, on a vu des difficultés sur l'investissement dans le vin? Ou au contraire, est-ce qu'on constate plutôt une résilience sur ces actifs un petit peu alternatifs, en dehors des marchés financiers? Je dirais plutôt une résilience, parce on est sur des marchés qui sont décorrélés des actifs financiers classiques. Donc, effectivement, quand ça tangue, quand les marchés financiers sont un petit peu en souffrance, et il y a quand même pas mal de paramètres l'année dernière qui indiquaient de la souffrance, les actifs comme ça alternatifs ont plutôt le vent en poupe. Donc il y a une confirmation de la croissance. Pour prendre juste ma structure, on a cru de 21% l'année dernière. D'accord. Dans ce contexte-là, on a quand même une croissance significative. Donc le contexte de hausse de taux et donc de coût du financement plus élevé pour un certain nombre d'investissements n'a pas d'impact sur le marché du vin d'investissement? Difficile de dire s'il n'a pas d'impact, il en a forcément un indirect, je dirais. Mais globalement, ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que l'investissement dans le vin, ce n'est pas un investissement de court terme, c'est un investissement de très long terme. On est plutôt en phase avec l'apogée des vins, c'est-à-dire qu'on a eu l'occasion d'en parler, mais il y a une valorisation liée à la rareté, de très grandes bouteilles, puis une valorisation ultérieure au moment où les vins vont se consommer, parce que le stock mécaniquement diminue parce que les bouteilles sont ouvertes. Oui. C'est un produit de plaisir à la fin. Donc, ce qui contribue à la rareté, parce qu'on ouvre les bouteilles, donc il y en a de moins en moins. Vous avez tout compris. Exactement. Donc c'est effectivement un investissement de long terme. Donc l'aspect, je dirais, ponctuel d'une actualité, je dirais, financière sur une année donnée, ça ne joue pas grand-chose sur le cycle de vie du vin. Même pas sur les volumes, non? Alors si, par contre, là, ça va être la vendange et je dirais les volumes et la qualité des vendanges qui vont avoir un rôle important sur la quantité disponible. D'accord. Ah oui, c'est les vendanges qui vont avoir un impact sur le volume de vin et donc sur l'effet rareté, effectivement. Je parlais du volume de la demande qu'on pouvait avoir sur ce type de vin. Là, vous ne l'avez pas vu l'année dernière en lien avec la hausse des taux, non? Non. Alors, il y a eu un petit effet indirect, c'est-à-dire qu'il y a notamment lié aux difficultés de la Chine. Le second marché sur ces grands vins a été un petit peu ralenti. Mais ça n'empêche pas, je dirais, que globalement, la volonté d'accéder, il y a toujours plus de monde mondialement qui cherche à accéder vers ces grandes bouteilles, en fait, soit pour les consommer, ce qui est la vocation finale, soit pour les stocker et puis éventuellement les revendre, les garder comme collectionneurs et éventuellement les revendre si l'occasion s'y prête, ou pour réaliser un investissement, ou pour les consommer directement à la fin de l'investissement. Ouais. Si je comprends bien ce que vous nous dites, donc effectivement, effet rareté, grande bouteille, donc avec beaucoup de demandes, un peu moins l'année dernière peut-être en lien avec la Chine ou le second marché, mais toujours de la demande suffisamment pour entretenir Exactement, la demande, le marché. Le nombre nombre de personnes qui veulent absolument accéder sur ce marché-là ne cesse de croître en fait mondialement. D'accord, donc alors que le volume en face de très grands vins reste limité, donc il y a un décalage entre offre et demande qui reste persistant. Est-ce que du coup, vous envisagez 2024 d'une manière différente de la manière dont s'est passé 2023, Daniel Immacolato? Alors il y a des paramètres qui vont jouer sur tout ça. Enfin, je dirais structurellement, ce que je vous ai dit reste vrai. Après, il y a des paramètres qui vont jouer. On a des vendanges intéressantes pour rester sur la France, mais en fait là on parle de grands vins français, mais aussi de quelques grands vins dans d'autres pays, notamment en Italie. Mais je dirais si on prend les deux grands vignobles français, Bordeaux et la Bourgogne, c'était deux vendanges qui étaient plutôt importante en termes de volume. D'accord. Et plutôt qualitative de manière générale. Donc plutôt une bonne année, les vendanges 2023 pour Bordeaux, ça risque d'être... On avait une année 2022 qui était particulièrement exceptionnelle. D'accord. En Bourgogne également. Donc je ne sais pas si ce sera à la même hauteur qualitative, mais en tout cas, les volumes étaient là. Après, c'est une question de notation de ces grandes bouteilles et je dirais les prix de sortie que vont proposer les propriétés pour les amateurs. Donc il y a ce couple note qualité donc. Bien sûr.
et prix qui Bien sûr, va jouer pour ce marché primaire. On n'est pas sur le couple rendement de risque, on est sur le couple note-prix, c'est ça? Exactement. Ça, c'est pour le marché primaire. Et alors, quand est-ce qu'on aura les éléments sur effectivement ces différentes... Il y a un calendrier établi ou ça dépend un petit peu des maisons et de... Alors, là, pour Bordeaux, c'est une campagne primaire. La campagne primaire, les vins sont présentés au mois d'avril. D'accord. Seconde quinzaine d'avril en général. Et après, ils sont mis en marché entre mai et juin, avril, mai, juin, on va dire. Hein. Donc, je pense que j'imagine que cette campagne sera plutôt rapide, mais ouais, avant mai, on n'aura pas de véritable tendance, ça c'est clair. Chez Cavissima, votre rôle, c'est quand même d'accompagner aussi ceux qui veulent investir dans le vin. Je crois que vous faites du stockage aussi quand on investit. Ouais. Est-ce que les primeurs ont un impact ? Sachant que plus un vin est gardé longtemps, plus potentiellement sa valeur sa valeur s'accroît. Est-ce que les primeurs ont un impact pour l'investissement dans le vin ou pas forcément ? Oui. Alors ça fait qu'une petite partie quand on conseille les clients une cave d'investissement. Va s'appuyer sur une petite partie de primeur, ça fait sens parce que c'est le prix d'entrée sur le marché. Oui. Mais on va toujours proposer des livrables, donc de vins de millésime antérieurs qui sont déjà en bouteille. Hein. D'accord. Alors, et avec un équilibre entre les différentes régions de France ou du monde. Hein. Donc on va chercher, on va constituer en fait une cave qui représente, je dirais, une cohérence en termes de valorisation par rapport à deux critères. La capacité des vins à prendre de la valeur dans le temps, évidemment, ça c'est l'historique, il y a les tracking records qui vont avec. Et la deuxième partie, c'est la liquidité. Il y a un second marché, donc il faut absolument que les vins qui rentrent dans une cave d'investissement, ce soit des vins qui ont une liquidité forte, avec des échanges tous les jours, donc qui permettent de garantir un prix. Voilà, donc ça, ce sont les aspects importants. Très rapidement, quand on investit dans le vin, est-ce qu'il faut, parce que j'entends effectivement que vous nous dites qu'il y a des vins qui viennent de toute la France, parfois d'autres régions, est-ce qu'il faut diversifier comme d'autres types d'actifs ou pareil, là comme c'est pas corrélé au marché, les règles sont un peu différentes ? Alors, si je réponds de manière purement rationnelle, oui, c'est bien diversifié. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir quelques grands Toscans, par exemple, à côté de Grand Bourgogne ou vins de Bordeaux, des fois quelques Rhônes. Il y a quelques grands vins en Californie aussi, de la Napa Valley, qui peuvent être intéressants d'avoir en portefeuille, ou d'autres régions du monde. Hein. Il y en a au compte-gouttes. Bien sûr. Par contre, il y a un aspect très irrationnel dans le rapport au vin. C'est un bien qui est juste... il y a aussi un aspect plaisir, hein, donc il y a le côté purement rationnel d'investissement. Et puis après, on a des clients qui vont nous dire oui, d'accord, j'entends, mais moi, ce que je veux, c'est ça. Mais je préférerais plutôt orienter dans cette direction-là. Donc voilà, on essaie d'accompagner au mieux, leur donner les bons conseils, et après, c'est à eux de choisir à la fin. Hein, et c'est plus risqué, par exemple, de faire que du Bordeaux ou que du Bourgogne, ou pas forcément? C'est pas une règle qui s'applique Non, c'est toujours mieux de diversifier, franchement, même si on a tous un prisme ou des plaisirs un peu particuliers, mais... quand on est dans une logique d'investissement, c'est mieux de diversifier. On a eu des cycles très très solides, par exemple sur la Bourgogne, sur quelques années, qui ont tiré un petit peu le marché. Bien sûr. Tout miser sur la Bourgogne, ce serait peut-être un petit peu risqué également. Donc, je pense qu'il faut balancer les risques, et pas seulement sur les régions, mais sur les profils de vins. Il y a des vins qui ont des cycles de valorisation plus longs, d'autres qui ont des cycles un petit peu plus courts. Donc, on essaye de donner les bons conseils par rapport à ce type de sujet qui demande un peu d'expertise. Merci beaucoup Daniel Immacolato de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine pour nous décrypter un petit peu les tendances de fin 2023 et celles que vous attendez en 2024 donc en matière de vin d'investissement. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Cavissima. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, à bientôt. On vous retrouvera sûrement pour parler des primeurs en mai ou en juin. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.